sont avec nous. Ce matin, il ne pleut pas. C'est quand même super. Cette journée du 30 août 2025 est consacrée à deux inaugurations. L'inauguration ici et celle du pôle culturel de la médiathèque qui aura lieu tout à l'heure vers 11h. Pourquoi le service de la culture et le service de la mairie ont voulu faire ce qu'on pourrait appeler un grand écart entre la modernité, un bâtiment emblématique qui est la médiathèque et un autre bâtiment très emblématique qui est la maison de la Boétie. Entre les deux, 500 ans, 5 siècles. La maison de la Boétie a été inaugurée a été édifiée en 1525. C'est les 500 ans cette année de l'édification de la maison de la Boétie. Et la médiathèque n'a pas un an. Donc, il fallait faire réunir. On est dans la modernité à partir du moment où on connaît ses racines. Pour citer Edgar Morin, j'aime beaucoup cette phrase, il dit « La vraie nouveauté naît toujours dans le retour aux sources ». C'est-à-dire que si nous voulons être une ville moderne, contemporaine, il faut qu'on sache préserver nos racines. Et la maison de la Boétie en est un bel exemple. Je vais être court. Nous allons assister maintenant à un moment, à un discours. Nous avons imaginé, étant donné que la ville de Sarlat ne serait rien aujourd'hui, ou peu, sans la personnalité d'André Malraux, ce fameux ministre des Affaires culturelles de Charles de Gaulle, nous avons imaginé le faire revenir parmi nous. Et nous avons un acteur qui va l'incarner et nous faire un discours. Je vous présente Christian Taponard, acteur, alias André Malraux. Sarlat est l'archétype de la ville culturelle moderne. Cela semble paradoxal au regard de son passé et de son patrimoine. Et pourtant, c'est bien parce qu'elle est fondamentalement un lieu d'histoire, un ensemble architectural exceptionnellement préservé, que la ville peut rayonner dans la modernité. Sarlat est en soi spectaculaire. Rien d'étonnant alors qu'elle soit la scène de festivals du théâtre et du cinéma, la galerie de nombreuses créations artistiques, un espace festif à ciel ouvert, en un mot, un lieu culturel total. Sarlat est un théâtre historique où se jouent les distractions de la vie moderne. La plupart des visiteurs le disent, un tel décor. C'est un vrai dépaysement que d'être ici, la sensation d'être projeté dans un ailleurs, dans la vacance d'un temps et d'un espace à dimension humaine. Sans doute, cette projection est-elle idéalisée, mais s'arrêter un temps à Sarlat, ce serait comme revenir au pays d'antan, loin de l'affairement du monde moderne. Ce serait comme retrouver la nostalgie d'une qualité de vie que l'on croyait à jamais perdue. Pourtant, Sarlat n'a pas toujours été telle et a bien failli être laissée à la ruine. La vieille ville telle que nous la connaissons aujourd'hui aurait pu disparaître comme d'autres dans les limbes de l'histoire. C'est hier, en 1964, que son centre historique fut l'un des tout premiers secteurs sauvegardés de France par application de la loi Malraux, c'est-à-dire moi-même, promulguée le 4 août 1962. Aujourd'hui, la culture à Sarlat ne peut pas être comme partout ailleurs, car Sarlat est ville de pierre, certes,
mais d'une pierre restaurée par la parole culturelle, d'une architecture refondée par le discours. Sarlat est tout entière pétrifiée de culture. C'est ainsi que Sarlat est une façade culturelle monumentale où le regard s'élève vers la permanence tangible de jours anciens, lieu où l'œil, admiratif et respectueux, contemple un temps la beauté d'une cité médiévale dont la renaissance perdure. Mais cette élévation du regard n'est que les prémices d'une expérience plus profonde et plus authentique de la culture. Jouir de la beauté n'est pas encore l'amour. Cette conversion du regard n'est possible qu'à condition que l'œil soit celui de l'esprit qui voit au-delà de l'homme contemporain, du consommateur, à condition de savoir savourer ce lieu au-delà de sa gastronomie, à condition de s'élever au-dessus de l'homo touristicus qui transforme en trottoir tout ce qu'il foule et en devanture tout ce qu'il regarde. Que Sarlat soit aujourd'hui devenu un pôle touristique incontournable est, bien sûr, une indéniable chance économique. Mais le véritable enjeu culturel, le défi fondamental pour Sarlat est de ne pas s'y perdre. Sarlat est une belle invitation au voyage des sens. Mais pour quelle destination? Rêvons alors d'un voyage du sens, où la culture serait à la fois direction et signification. Que sont les grandes œuvres et créations sublimes, sinon autant de tentatives de répondre au sens de notre finitude? La culture, c'est le testament de l'humanité. Charge à nous d'en déchiffrer les volontés et d'en mériter le legs. Comme le dit André Malraux, c'est-à-dire moi-même, la culture, c'est ce qui répond à l'homme lorsqu'il se demande ce qu'il fait sur terre. C'est le défi que Sarlat doit relever, et c'est dans ce défi qu'elle trouvera la dimension de sa propre politique culturelle. Par exemple, la Maison de la Boétie est célèbre pour avoir accueilli les jeunes années du plus renommé des Sarlatais, Étienne de la Boétie. L'image de sa façade est abondamment exploitée de façon emblématique pour représenter Sarlat, vanter la richesse de son patrimoine architectural et promouvoir la qualité de son terroir. Mais finalement, rares sont ceux qui sont allés au-delà de cette façade. Plus rares encore ceux qui connaissent les écrits d'Étienne de la Boétie et ont lu sa subversive analyse des rapports domination-servitude, le discours de la servitude volontaire. Cette façade, photographiée par des millions de visiteurs, ne révèle ni ne laisse entendre à tous son langage, les paroles de jadis qui résonnent encore entre ses murs. La culture, son langage, logos, discours, s'entend derrière la façade. Et quelle est cette parole, sinon celle d'Étienne de la Boétie? Ce sont les fondements immatériels, philosophiques et politiques de son discours qu'il s'agit maintenant de restaurer. Si Sarlat d'hier est grande d'avoir porté en ses murs Étienne de la Boétie, Sarlat d'aujourd'hui doit encore en assumer son message. Le jeune poète et philosophe humaniste est une comète dans le panthéon des illustres écrivains français. Il est à la philosophie politique ce que Rimbaud est à la poésie, mais malheureusement méconnu, car trop souvent réduit à une lecture libertaire caricaturale. De la Renaissance, la pensée de la Boétie épouse le mouvement artistique et culturel, dont les traits caractéristiques sont la soif de vivre, l'appétit de savoir, la lecture des textes antiques, l'esprit de libre examen.
Cet élan remet en cause les mentalités du Moyen-Âge et recherche de nouvelles formes de vie, de pensées et de culture. La question de la culture et de son usage politique est centrale dans son discours. Pas seulement parce qu'il est celui d'un humaniste lettré, mais parce que pour lui, la conservation du pouvoir a toujours pour moyen la culture. La culture est le moyen de la politique. Pour le dire en une formule, l'art de la politique, c'est la politique de l'art. De Gaulle en savait quelque chose, lui qui a créé le premier ministère de la culture dont Malraux, c'est-à-dire moi-même, fut le chantre. Charles de Gaulle, dans son discours du 12 octobre 1963 à Bourges, nous dit « La culture domine tout ». La culture a toujours quelque chose à voir avec la domination et en réponse avec la volonté de s'en libérer. Le discours de servitude volontaire, au-delà de la mort prématurée de son auteur à l'âge de 32 ans, continue de raviver la jeunesse du monde avec ces mots que notre époque commence à peine à entendre. Soyez résolus à ne plus servir et vous voilà libre. Entendons celui qui n'a que 18 ans lorsqu'il rédige ce texte plein de sagesse. Les hommes vivent en servitude volontaire. L'oxymore n'est pas rhétorique, il soulève une réelle et profonde ambiguïté. Comment la servitude peut-elle être volontaire? Comment peut-on avoir le désir de se soumettre? Comment la liberté peut-elle se nier elle-même? Autant vouloir ne plus vouloir ou réclamer librement de porter des chaînes. Pourtant, c'est bien comme cela que ça marche. Telle est l'étrange et implacable leçon du discours. La raison de cette servitude volontaire est que les hommes, élevés dès leur naissance en servage, prennent cette habitude pour leur nature. Puis, par faiblesse et peur d'être libres, tous les hommes obéissent plutôt que de résister à la contrainte. À force de soumission, ils deviennent lâches, mous et efféminés, comme le dirait Étienne de la Boétie. Ils souhaiteraient plus de liberté, mais n'ont plus le courage de la conquérir. Le maître le sait bien et fait tout son possible pour rabâchir ses sujets, et les moyens de sa domination sont plus pernicieux que la force, bien plus subtile. La luxure, les récompenses, toutes sortes d'expédients, d'addictions, de festivités, de jeux, de compétitions et autres exutoires. Les hommes appétits par tant de distractions, de spectacles qu'ils trouvent beaux, émouvants, ou de plaisirs puérils qui les amusent, s'habituent à servir niaisement leur maître et à lui obéir servilement. Le discours d'Étienne de la Boétie est un mode d'emploi pour ne pas être dupe du pouvoir, car ce n'est pas en luttant contre la tyrannie qu'on peut l'abattre, mais en comprenant ses mécanismes qu'on parvient à ne plus la subir ni la désirer. Tiraillée entre asservissement et liberté, la culture est ambivalente. Est-elle simple divertissement ou doit-elle prétendre à émanciper, à libérer? Pierre Paolo Pasolini nous affirme « La culture est une résistance à la distraction ». Une politique culturelle courageuse doit choisir. Elle ne peut se contenter de divertir ou, si elle le fait, elle doit avoir pour finalité la liberté. Divertir, émouvoir, certes, mais sans abêtir, sans avilir, au point d'amoindrir les facultés humaines les plus nobles. Nous vivons aujourd'hui, sans bien nous en rendre compte, une période historique charnière comparable à celle d'Étienne de la Boétie. C'est en 1978, dans son discours de Harvard, le déclin du courage, que le grand écrivain Alexandre Solzhenitsyn nous stupéfie en proclamant « Si le monde ne touche pas à sa fin,
Il a atteint une étape décisive dans son histoire, semblable en importance au tournant qui a conduit du Moyen-Âge à la Renaissance. Cela va requérir de nous un embrasement spirituel. Il nous faudra nous hisser à une nouvelle hauteur de vue, à une nouvelle conception de la vie, où notre nature physique ne sera pas maudite, comme elle a pu l'être au Moyen-Âge, mais, ce qui est bien plus important, où notre être spirituel ne sera pas non plus piétiné, comme il le fut à l'ère moderne. Notre ascension nous mène à une nouvelle étape anthropologique. Nous n'avons pas d'autre choix que de monter toujours plus haut. La culture est l'héritage de la noblesse du monde. La culture ne s'hérite pas, elle se conquiert. Ces deux citations de Malraux, c'est-à-dire moi-même, semblent antinomiques, car la première affirme ce que la seconde nie. L'une est héritage, l'autre conquête. Comprendre et surmonter cette contradiction ouvre la réflexion sur la culture. Une véritable politique culturelle est à la fois héritage et conquête. Tenter de sortir de la servitude volontaire par la culture volontaire. La culture n'est pas uniquement ce dont on fait état quand on est cultivé, un certain bagage, une certaine connaissance de l'histoire et des arts, des sciences et des humanités. Elle n'est pas non plus une allégeance conservatrice au passé, à la tradition, au patrimoine, etc. La culture est toujours à créer, à inventer, à conquérir. Les acquis culturels nous enseignent que rien n'est jamais acquis. Ainsi, la culture n'est jamais donnée, et si elle s'hérite, il faut encore la mériter. Plus encore, la culture ne s'hérite que du mérite de l'avoir conquise. Elle doit alors s'entendre comme une orientation, une élévation toujours plus haut. Un idéal qui donne sens au développement de la personne dans la cité, de la personne citoyenne, dans la collectivité éducative, sociale, économique, politique. Dans son sens absolu, la culture est à la fois mémoire et projet, une conscience collective confiante en son avenir, le souvenir de ce qui a été, son enracinement avec le devoir de le transmettre et de l'enrichir. La culture est porteuse d'avenir tant qu'elle sait d'où elle vient. Lisons encore un extrait du discours. Il s'en trouve toujours certains qui ne s'apprivoisent jamais à la suggestion. Ceux-là, ayant l'entendement net et l'esprit clairvoyant, ne se contentent pas, comme les ignorants, de voir ce qui est à leurs pieds sans regarder ni derrière ni devant. Ils se remémorent les choses passées pour juger le présent et prévoir l'avenir. Ce sont eux qui, ayant d'eux-mêmes la tête bien faite, l'ont encore affinée par l'étude et le savoir. Ceux-là, quand la liberté serait entièrement perdue et bannie de ce monde, l'imaginent et la sentent en leur esprit, et la savourent, et la servitude les dégoûte, pour si bien qu'on la poutre. Féconder le passé pour engendrer l'avenir, tel est le sens du présent. Cette belle phrase de Nietzsche pourrait être le credo de toute politique culturelle. Ainsi, le ministère chargé de la culture a pour mission de permettre à tous les Français de cultiver leur capacité d'inventer et de créer, d'exprimer librement leurs talents et de recevoir la formation artistique de leur choix, de préserver le patrimoine culturel national, régional ou des divers groupes sociaux pour le profit commun de la collectivité tout entière, de favoriser la création des œuvres de l'art et de l'esprit et de leur donner la plus vaste audience, de contribuer au rayonnement de la culture et de l'art français dans le libre dialogue des cultures du monde. Tel se présente l'article 1er du décret du 10 mai 1982.
Ici, pour conclure, s'impose l'autre message d'importance du discours, l'amitié. Lorsque les personnes ou les peuples s'unissent pour faire mal, ils sont complices. Lorsqu'ils s'unissent pour faire bien, ils sont amis. Or, pour nos amis, comme pour ceux que nous aimons, nous voulons le meilleur, c'est-à-dire, avec Étienne de la Boétie, qu'ils conquièrent leur liberté par la volonté de savoir, par la culture. Amitié et culture sont indissociables. Ne parle-t-on pas alors de femmes et d'hommes cultivés, d'amateurs éclairés, d'artistes passionnés, comme autant d'amis des arts, des lettres et de la culture? Merci, chers amis. C'est compliqué d'intervenir après André Malraux. Si j'avais su, monsieur le sous-préfet, mesdames et messieurs, monsieur le sénateur, mesdames et messieurs les élus, monsieur le délégué régional de la Fondation du patrimoine, mesdames et messieurs, chers amis. Alors, beaucoup de choses ont été dites et moi, je vais peut-être être un peu, au départ, terre à terre en vous disant que cette maison qui avait été classée, inscrite au monument historique en 1889, était alors la propriété de particuliers qui y habitaient. Elle est acquise par la Caisse d'épargne en 2010 et il y a finalement la ville qui la reprend en 1973. Il y a une anecdote. C'est la Chambre de commerce et d'industrie qui un jour s'est infiltrée dans ce bâtiment et s'est établie pendant quelques années, alors qu'elle reviendra à la ville et au service du patrimoine en 1993. Alors on redécouvre ces façades, et quand je dis que je vais être un peu basique par rapport à André Malraux tout à l'heure, c'est que nous redécouvrons ces façades grâce à la qualité d'exécution et le respect des détails décoratifs, notamment dans toute la partie à gauche qui est une partie Renaissance. Je voudrais remercier Dagan Atlantique pour la maçonnerie et la pierre de taille, Bouissou pour la couverture et les lauses, l'atelier Pouilladou pour les menuiseries, bois et peinture, Socra pour la restauration des sculptures qui étaient effacées et bien souvent endommagées, et Tobaz pour les menuiseries métalliques. Mais je voudrais aussi saluer tous ceux qui ont participé au financement de ce projet. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un financement pluriel et qui rencontre beaucoup là, notre époque. Le montant total des projets se monte à peu près à 720 000 €, projet aujourd'hui réalisé. Je remercie bien sûr la DRAC, la Direction des Affaires culturelles, la région Nouvelle-Aquitaine et la mission du patrimoine, le loto du patrimoine. Vous voyez que la mission Berne n'est pas toujours contre ce que l'on fait ici en Périgord, monsieur Berne. Et le mécénat traditionnel d'entreprises et de particuliers, mais aussi un mécénat lié à une démarche individuelle participative pour la plupart de Sarladaises et de Sarladais. Nous avons reçu 89 dons individuels et pour la Maison de la Boétie, je vous signale, les dons sont encore possibles jusqu'en 31 décembre de cette année. Et je tiens à remercier vraiment tous ces financeurs. Vous savez, aujourd'hui, monter un dossier de financement de ce type, c'est relativement compliqué. Comme le disait tout à l'heure André Malraux, il y a près de 5 siècles, naissait ici un jeune Sarladais qui avait à peine 18 ans et qui posait une question simple, alors plus simple que l'expression que nous a rendue tout à l'heure Malraux. La question était: pourquoi obéissons-nous?
Pourquoi des millions d'hommes et de femmes acceptent-ils d'être dominés par un seul? Sa réponse est dérangeante, elle l'est toujours. Le pouvoir n'existe que parce que l'on y consent. La tyrannie n'est pas d'abord une affaire de force, mais une affaire d'habitude. Soyez résolus à ne plus servir et vous voilà libres, écrit-il. Ce qui frappe, c'est la permanence de cette intuition qu'il a eue il y a 5 siècles. Le pouvoir ne tient que parce qu'on l'accepte. Un tyran ne règne que parce que les peuples acceptent de lui obéir. La servitude de la Boétie n'est pas imposée uniquement par la force, mais par l'habitude, la résignation et parfois aussi, il faut le dire, la séduction du pouvoir. Et cette intuition, et c'est toute l'originalité aujourd'hui de cette restauration, cette intuition n'est pas restée que dans les livres. De la Renaissance aux mobilisations d'aujourd'hui, ce texte nous rappelle que la liberté n'est jamais donnée, elle se conquiert toujours par un geste de refus et un désir collectif d'autonomie. Des philosophes aux révolutions, cette intuition, les penseurs de lumière l'ont reprise. Locke rappelle que tout gouvernement doit reposer sur le consentement des citoyens. Montesquieu imagine la séparation des pouvoirs pour arrêter le pouvoir, et Rousseau en a fait son contrat social. 1976, on l'oublie, elle a nourri la déclaration d'indépendance américaine, et puis en 89, elle a nourri la Révolution française. Et au XXe siècle, la pensée de la Boétie se retrouve à travers Thoreau, Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela. Tous, chacun à sa manière, ont montré que dire non pouvait renverser les tyrannies les plus fortes. Et aujourd'hui encore, plus que jamais, cette pensée nous traverse. Les mouvements féministes, écologiques, antiracistes, LGBT rappellent que la liberté ne se limite pas au cadre politique, elle concerne aussi le corps, les identités, les modes de vie. D'ailleurs, notre univers numérique, les réseaux sociaux, ne sont-ils pas une servitude volontaire? Oui, bien sûr, parce que le combat pour la vie privée, la neutralité du net, l'open source sont ceux aussi des formes modernes de refus de la servitude volontaire. Alors, comprenons-le, cette restauration de la maison de la Boétie que nous avons décidé ne se limite pas à une simple acte de préservation patrimoniale. C'est aussi une récompense de l'actualité de la pensée de la Boétie. L'édifice ouvre un document, ici le discours de la servitude volontaire, en conservant et en valorisant le lieu où l'écrivain a vécu. Il perpétue la mémoire de ses œuvres, mais aussi de ses convictions et de sa perception du monde. Ce lien entre la maison et la pensée d'un écrivain souligne que l'espace privé, la maison, devient un symbole de son univers intérieur, de ses valeurs et de ses engagements. La maison est ainsi un lieu de mémoire, d'inspiration, de transmission, permettant aux visiteurs, aux lecteurs, de mieux comprendre le contexte dans lequel l'écrivain a façonné ses idées. En fait, cette réhabilitation dépasse la simple conservation matérielle pour devenir une manière de faire vivre la pensée de l'écrivain, de la faire dialoguer avec le présent et d'en assurer la transmission de ses valeurs. Enfin, chers amis, à l'occasion de l'achèvement de ces travaux et des 5 siècles de la maison, nous avons souhaité célébrer le passé. Mais nous avons également souhaité célébrer l'actualité de la pensée de la Boétie et nous souhaitons nous projeter dans l'avenir. Aussi, nous lançons une opération qui n'est pas une opération incongrue, cela se fait, elle est très intéressante, une opération de capsule temporelle. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, chacun d'entre vous peut y contribuer en rédigeant un petit message, même en le cachetant. Un message, le témoignage, une pensée, une réflexion à destination des
Génération future, une urne est installée dans la galerie Malraux. Vous pouvez y glisser sur papier votre contribution autour de 2 sujets. La maison de la Boétie aujourd'hui et demain, la servitude et la liberté aujourd'hui et demain. Tous ces messages seront glissés dans une capsule qui sera enfouie ici même sur le parvis de la maison et sera ouverte dans 50 ans. Nos enfants et petits-enfants, nos lycéens, collégiens, nos écoliers, qui proposeront des messages, pourront ainsi découvrir les nôtres en 2075, et nous avons tous jusqu'au 19 novembre pour participer à cette opération, parce que le 19 novembre sera une date importante, où un important colloque sur Étienne de la Boétie se tiendra à Sarlat. C'est donc le 19 novembre que la capsule sera scellée pour le demi-siècle à venir. Chers amis, j'en termine en disant que c'est là, devant cette maison réhabilitée, où j'ai retrouvé une formule d'Hegel qui prend tout son sens. L'architecture est un langage silencieux pour l'esprit. Je vous remercie. Monsieur le secrétaire général, monsieur le sénateur, madame et monsieur les conseillers départementaux, mesdames et messieurs les élus, chers amis du patrimoine sarlandais, Patrick Palem, délégué départemental de la Fondation du patrimoine, se joint à moi pour vous dire combien nous sommes heureux d'avoir participé à ce projet de restauration et de valorisation de l'hôtel de la Boétie. Ce bâtiment emblématique de la Renaissance, incontournable du centre historique, et comme vous le savez, un projet très structurant pour le rayonnement culturel de la ville. C'est un exemple de valorisation réussie d'un monument classé, avec sa réouverture au public après restauration, dans une ville aussi visitée que Sarlat, avec une offre culturelle importante. Ce patrimoine est un bien commun, accessible à tous, et c'est l'un des moteurs du dynamisme local, touristique et économique. C'est une réussite collective et je tiens à remercier l'ensemble des acteurs indispensables qui permettent le formidable succès de cette mission pour le patrimoine en péril. Le ministère de la Culture, tout d'abord, sans ses représentants, nous ne pourrions pas, nous, Fondation, soutenir des projets tels que celui-ci. Ils nous ont fait confiance dans l'instruction des dossiers de candidature à la mission patrimoine. Merci pour cette confiance. La bonne collaboration de nos délégués, tous bénévoles, avec vous, est d'une importance majeure. Et cela nous permet de regrouper nos forces dans un but commun, la sauvegarde et la valorisation du patrimoine aquitain. Merci également à la région, avec laquelle nous nous rapprochons régulièrement sur des projets qui ont des réels besoins et avec lesquels nous avons récemment créé un partenariat public-privé extrêmement innovant au service du patrimoine naturel, qui lui aussi est en danger et qui nécessite des besoins de financement importants. Mais je voudrais saluer également l'équipe du service du patrimoine de la ville, particulièrement Mathieu Allard, qui par leur dynamisme et la qualité de leur engagement ont permis de boucler cette opération. Vous savez, les collectivités locales sont le premier partenaire de la Fondation du patrimoine. Elles jouent un rôle essentiel. Elles détiennent un patrimoine important et sont les acteurs de premier plan. Elles participent également au financement et à l'action de la Fondation du patrimoine, et je remercie la municipalité avec laquelle nous avons initié un partenariat qui a permis à la Fondation du patrimoine de participer avec l'aide de ses mécènes à près d'un tiers du montant nécessaire à cette belle rénovation. Depuis la première édition de la mission patrimoine en 2018, nous avons pu, grâce à la Française des Jeux, soutenir près de 100 sites en Nouvelle-Aquitaine nécessitant des travaux importants. Et à ce jour, près de 75% d'entre eux sont d'ores et déjà sauvés. Ce mécénat inédit, par sa puissance, sa pérennité et son assiette, puisque tous les territoires nationaux en bénéficient, est un exemple remarquable de l'engagement possible des entreprises dans la préservation des symboles de notre histoire collective. Je vous recommande donc de participer à l'un des 8 tirages du loto du patrimoine du mois de septembre, dont les résultats permettront de poursuivre notre action. Je voudrais enfin remercier les mécènes et donateurs sur le Sarlandais qui ont déjà participé à la collecte de dons pour la Boétie.
Ces presque 90 mécènes, entreprises et particuliers que je salue, sont d'une importance fondamentale pour nos actions. Et leur engagement permet souvent de boucler des budgets de plus en plus difficiles à trouver. Je citerai entre autres Le Temps Retrouvé, Suturex, le Rotary, et les remercie profondément. De petits donateurs également sont importants, ils impriment un soutien complémentaire et donnent du sens à l'action continue de nos bénévoles. Je vous confirme notre engagement à vos côtés pour sauvegarder nos paysages et notre cadre de vie, si fondamentaux pour le renforcement de l'attractivité de notre territoire, et vous invite à redécouvrir cet édifice remarquable et à continuer à nous soutenir via notamment la collecte de dons pour la Boétie qui continue à courir jusqu'à la fin de cette année avec déduction fiscale à l'appui. Je vous remercie de votre attention. Je vais vous présenter John O'Brien, qui est parmi nous. Alors John est un professeur émérite de l'université de Durham. Pour ceux qui ne savent pas, c'est au nord de l'Angleterre. John est d'origine irlandaise et il est le président de la Société internationale des Amis de la Boétie. C'est un spécialiste mondial, international, de la pensée de la Boétie et notamment des manuscrits de la Boétie. John O'Brien. Je suis particulièrement ravi d'être des vôtres aujourd'hui pour fêter avec vous l'accomplissement des travaux sur la façade et le bâtiment, la maison de la Boétie. Comme Marc vous l'a expliqué, je suis le président de la Société internationale de la Boétie et nous nous consacrons donc au rayonnement, à l'explication et au rayonnement des œuvres de la Boétie et en particulier de son discours de la servitude volontaire. Depuis ses débuts, donc au XVIe siècle, le discours de la servitude volontaire est le discours et l'œuvre qui a fait connaître le nom de la Boétie à travers l'Europe. Pas simplement en France, mais à travers l'Europe. Et ce discours a deux formes distinctes, une forme imprimée et une forme manuscrite, comme Marc l'a indiqué. Donc, à cela, que faisons-nous? La société est engagée sur trois niveaux, dans trois projets. Il y a bien sûr un projet scientifique, c'est-à-dire des colloques, des journées d'études, des ateliers sur le discours de la servitude volontaire et sur son rayonnement. Ces colloques, ces journées d'études sont publiés, toujours. Deuxième projet, c'est une mission pédagogique auprès du lycée près de Cordy et bientôt, nous l'espérons, auprès du collège de la Boétie. Et là, nous faisons découvrir aux lycéens le discours de la servitude volontaire, ses enjeux, ses implications. Nous lisons avec un passage où nous proposons un thème de réflexion. Alors, troisième mission, c'est une mission culturelle que nous menons avec les services patrimoniaux de Sarlat pour l'exploitation de la maison de la Boétie. Quelle est ma part là-dedans, en tant que président? Mais, ce que je trouve étrange, c'est que Sarlat ne possède pas des éditions originales des œuvres de la Boétie. Il n'y a rien. Il n'y a pas de fonds patrimoniaux, de livres anciens dans ce film. Il se trouve que j'en ai parmi ma collection. Donc, en novembre, la municipalité organise une journée d'études sur la maison de la Boétie et sur la Boétie lui-même. Et à ce moment-là, je vais présenter à la ville de Sarlat des éditions originales des œuvres de la Boétie, donc les premières éditions qui ont été imprimées je n'ai pas de manuscrits, mais j'ai des éditions imprimées au XVIe siècle. Je vais les présenter à la ville de Sarlat pour constituer un premier jalon dans la constitution, dans la composition d'un fonds patrimonial de livres anciens autour de la Boétie.
Voilà donc pourquoi je suis là, pour l'accomplissement des travaux et pour vous confirmer que dès novembre prochain, la ville de Sarlat disposera enfin de livres anciens publiés au XVIe siècle et qui comportent le discours d'un service volontaire dont il a été déjà question cette matinée. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, merci de m'accueillir dans votre belle commune aujourd'hui, quelques jours après mon arrivée dans le département et à Périgueux en l'occurrence. Monsieur le sénateur, monsieur le président du conseil départemental qui va nous rejoindre un peu plus tard, monsieur le représentant de la région Nouvelle-Aquitaine, monsieur le délégué régional de la Fondation du patrimoine, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, c'est évidemment une grande fierté d'être parmi vous aujourd'hui pour inaugurer la restauration de la maison de la Boétie, l'édifice emblématique évidemment de Sarlat et trésor de notre patrimoine national. Sarlat, comme chacun le sait, est une cité patrimoniale d'exception, avec ses 75 monuments protégés, dont 17 appartiennent à la commune. Sarlat était pionnière dans la sauvegarde de son patrimoine avec l'adoption dès 1964 de plans de sauvegarde et de mise en valeur, l'un des tout premiers de France, et je tenais à le signaler aujourd'hui. C'est un héritage direct de la politique visionnaire initiée par notre ami Antoine Alro, alors ministre des Affaires culturelles, qui a voulu que les centres historiques de nos villes ne soient ni détruits par des opérations de renouvellement urbain, parfois un peu malheureux dans certains départements, ni figés, mais des lieux vivants, restaurés et habités, qui constituent toujours aujourd'hui, quelque part, le cœur battant de nos communes. C'est là tout le sens de l'action de l'État en matière patrimoniale. Protéger, restaurer, transmettre, ce fameux triptyque. L'État assume ce rôle depuis longtemps, par la loi de 1913, sur les monuments historiques, mais aussi par l'élan donné, encore une fois, par Antoine Alro, qui a fait évidemment beaucoup en 1962, avec la création des secteurs sauvegardés. Ici à Sarlat, cette volonté s'est traduite de façon exemplaire et pionnière. L'hôtel de la Boétie, classé dès 1889, occupe une place à part, non seulement par la richesse de son architecture Renaissance, vous l'avez indiqué, monsieur le ministre, mais surtout parce qu'il est le lieu de naissance d'Étienne de la Boétie. Philosophe, magistrat, prononcé, humaniste, dont le discours de la servitude volontaire que nous avons évidemment cité à plusieurs reprises ce matin demeure un des textes fondateurs de la pensée démocratique. La restauration conduite entre 2024 et 2025 a été exemplaire. Révision des couvertures, restauration des menuiseries, nettoyage minutieux des sculptures. Elle a permis de redonner tout son éclat à cet édifice fragile et précieux. Je veux donc ici saluer l'engagement de tous les partenaires, l'État, à travers la DRAC, avec près de 240 000 € qui ont été engagés, la région Nouvelle-Aquitaine, la Fondation du patrimoine et la mission Berne, qui ont mobilisé plus de 190 000 €, grâce à la générosité citoyenne. Le patrimoine, c'est l'affaire de tous. Il est le fruit de cette alliance entre l'État, les collectivités, les fondations, les associations, mais aussi les habitants et les donateurs. La politique patrimoniale de l'État s'incarne pleinement ici. Le triptyque que j'ai cité, protéger, restaurer et transmettre. Restaurer un monument, ce n'est pas seulement préserver des pierres, c'est faire vivre une mémoire, c'est renforcer une identité, partager, soutenir l'attractivité et la vitalité de notre territoire. La Boétie écrivait que rien n'est plus contraire à l'humanité que la servitude volontaire. Ici, dans sa maison natale, nous rappelons que le patrimoine est aussi une école de liberté. Liberté de transmettre, liberté de créer, liberté de partager ce que nous avons de plus précieux. Je veux remercier chaleureusement la ville de Sarlat, les artisans, les entreprises d'architectes et tous ceux qui ont contribué à cette réussite collective. Le patrimoine est une responsabilité partagée. Il vit grâce à l'alliance de l'État, des collectivités, des fondations, des associations, mais aussi des citoyens qui, par leurs dons, témoignent de leur attachement à ces lieux de mémoire.
Comme le rappelait André Malraux, la culture ne s'hérite pas, elle se conquiert. Restaurer la maison de la Boétie, c'est donc bien plus qu'une opération architecturale. C'est une conquête collective. C'est affirmer que notre patrimoine est une force d'avenir pour notre pays, un facteur d'attractivité. En inaugurant aujourd'hui cette maison, nous célébrons à la fois la mémoire de grands penseurs, la vitalité de Sarlat et l'engagement durable de la nation pour son patrimoine. Pour cela, merci à tous. Bien, alors nous allons procéder à une inauguration au pont de ruban original parce que l'intérieur de la maison n'est pas encore restitué, comme il le sera, je l'espère, un jour, tel qu'il était à l'époque d'Étienne de la Boétie. Et donc nous allons couper dans ce sens-là, puisque en fait nous inaugurons la rénovation des façades. Donc nous n'entrons pas dedans. Très bien. Voilà toute l'opération. Monsieur le sous-préfet, Marc, Monsieur Ryan, vous avez la fondation. Voilà. Il n'y a pas une petite main à... Voilà. Vous nous regardez? Vous nous regardez, s'il vous plaît? Voilà, merci. Voilà. Merci.